Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Focus Commander. Nous y traiterons en profondeur le commandant Titania, protectrice d'Argot. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu MTG. Place au guide. Titania est une créature élémentale de force 5 et d'endurance 3, pour 5 mana dont 2 verts. Elle possède 2 capacités déclenchées. La première est une capacité d'arriver en jeu. Quand Titania, protectrice d'Argot, arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Cette capacité vous permettra de renvoyer en jeu des fetch ou des terrains spéciaux, comme par exemple l'épopée d'Urza ou le précipice glaciaire pour profiter de nouveau de leurs effets. La seconde capacité de Titania est une capacité déclenchée unique en son genre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez est mis au cimetière depuis le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 5/3 verte élémentale. C'est de cette capacité que la liste que nous allons traiter aujourd'hui tente à abuser avec des cartes comme Zuranorb, Protecteur Sylvestre, des Fetchland ou encore des cartes comme Champ de Lotus. Nous jouerons entre 43 et 46 terrains. En priorité, il faudra rentrer dans la base de mana des terrains qui se sacrifient, à commencer par des Fetchland. Lande Venteuse, Contrefort Boisé, Forêt Pluviale Embrumée et Catacombes Verdoyantes semblent faire partie des must-have de cette liste. Évidemment, nous y jouerons aussi Vue Prismatique, Passage Merveilleux, Étendue Sauvage en évolution et Immensité Terramorphe. New Capenna nous a offert 3 terrains qui ont avantageusement remplacé les panoramas que nous jouions dans le passé. Donc la Planque des Courtiers, le Surplomb des Rifters et la Cour des Cabaretti. Ces terrains ont été les bienvenus dans notre liste. Nous essaierons souvent de renvoyer ce genre de terrain en jeu le plus rapidement possible et ainsi poser Titania, obtenir un terrain qui se sacrifie, le sacrifier et donc avoir 2 5/3 dans le tour où Titania arrive. Beaucoup d'autres terrains vont pouvoir être sacrifiés via leur capacité pour déclencher la seconde capacité de Titania. Nous jouerons des casse-terrains comme le Quartier Fantôme, le Champ de Ruines, la Frontière Tectonique et le Désert de Poussière. Ça sert à ralentir l'adversaire ou gérer des terrains problématiques comme Épopée d'Urza, Labyrinthe d'Ith ou encore une scène de théâtre. Pour finir, avec les terrains qui se sacrifient, Veine de Cristal permettra de nous accélérer, Précipice Glaciaire servira à gagner du temps pour construire notre armée, Champ de Lotus générera une très grande menace via un assolement et Champ Pétrifié sera redoutable pour embêter les adversaires qui auront géré un de nos puissants terrains. Le Flambeau du Commandement sera extrêmement puissant dans ce jeu. Il permet de ne pas être impacté par la taxe des commandants. Vous contrôlez 5 terrains et le Flambeau du Commandement. Si votre adversaire est susceptible de gérer facilement Titania, vous pourrez choisir de sacrifier votre Flambeau de Commandement pour mettre Titania dans votre main. Ainsi, elle coûtera 5 et en arrivant en jeu, elle renverra le Flambeau du Commandement sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Si Titania est détruite, vous pourrez recommencer cette procédure et donc toujours payer Titania 5 mana. Si le Flambeau du Commandement est géré et Titania détruite, elle coûtera toujours 5 depuis la zone de commandement, puisque vous ne l'avez jamais lancée depuis cette zone. Très utile dans certains cas et globalement bon à savoir. Certains terrains aideront à avoir un avantage en production de mana. Nous avons vu la Veine de Cristal, mais nous jouerons aussi le Château Gernbrig, la Cité des Traîtres ou encore le Temple de la Fausse Divinité. Certains terrains utilitaires comme Labyrinthe d'Ith, Pandelavre, Cuvette de la Yavimaya, Salle de Guerre et Boseiju aident dans certaines situations à temporiser la partie. Pour finir avec la base de mana, nous jouerons Scène de théâtre pour copier un excellent terrain en jeu. Yavimaya pour permettre aux terrains qui ne produisent pas de mana de produire du vert comme les Fetchland par exemple, ou alors le Maze of It, Labyrinthe d'Ith. La Charmidriade se fetch avec les 4 Fetchland classiques. Ça peut être très utile pour bloquer et générer des jetons via la capacité de Titania, ou encore si on vous propose de sacrifier une créature via par exemple un sang des innocents. Pour ma part, je complète cette base de mana avec des forêts de base, mais libre à vous d'être créatif et de jouer vos propres listes de terrains. Il existe un très grand nombre de cartes de terrain géniales, à vous de les rassembler.
Maintenant que nous avons détaillé la base de mana, nous allons aborder la rampe de mana. Dans le jeu Magic l'Assemblée, les sorts qui vous permettent d'accroître votre quantité de mana peuvent servir à accélérer votre plan de jeu. Ce style de jeu s'appelle un jeu rampe de mana. Les jeux verts peuvent se vanter de posséder un très grand nombre de cartes pour produire du mana. Les elfes ou dorks permettent tôt dans la partie de contrôler une petite créature pour attaquer ou pour produire du mana. Les elfes cordéliens, l'elfe de Lianovar et le mystique elfe sont les plus communs. Vous pouvez ajouter à ça l'oiseau de paradis et l'elfe de la charmille qui lui fonctionne très bien avec des enchantements de terrain comme l'étendue de l'utopie et la végétation luxuriante. Certaines listes jouent même le druide de Boréal, mais personnellement je l'ai écarté à cause du mana incolore qu'il produit. Le zénith de Vert Soleil peut vous permettre pour un mana vert de mettre en jeu depuis votre bibliothèque une carte de créature de valeur 0 puisque X sera égal à 0. C'est très utile en combinaison avec la charmille dryade. Pour finir avec les tours 1, Exploration est très efficace en début de partie pour une sortie explosive. D'autres cartes nous permettent de prendre l'ascendant en matière de production de mana. L'ancêtre de la tribu Sakura, efficace pour bloquer des petits dégâts et aller chercher une forêt et la mettre en jeu engagé. La Caratite Sylvestre peut bien bloquer certains jeux agressifs via sa grosse endurance et sa défense talismanique. Et le Lotus Cobra qui, via sa capacité touche-terre, est extrêmement menaçant pour les adversaires. Explorer, la fin de l'automne, Sapience naturaliste, 3 visites et restauration seront utiles pour mettre en jeu des terrains plutôt que des créatures. Les terrains ont l'avantage d'être moins facilement détruits que les créatures. Pour finir, l'approvisionneuse infatigable générera un bon nombre de jetons de trésors. La coursière de Crufix, l'escavatrice de Ramunap et le creuset des mondes peuvent être très puissants avec des cartes comme Explorer ou Exploration et générer du card advantage, donc un avantage de cartes dans la main. Certaines listes peuvent jouer le garde vert ancien, très bon pour rejouer des cartes de votre cimetière, donc des cartes de terrain exactement, et excellent en combinaison avec des cartes comme Cour des Cabaretti, Surplomb des Rifters, Planque du Courtier, Coursière de Crufix, Approvisionneuse infatigable, Traqueuse infatigable ou encore le Cobra de Lotus. Cette créature a en plus un bon body de 5-7 et la portée pour bloquer les créatures volantes. C'est une très bonne créature. Notez qu'il était une fois, en tant que premier sort lancé dans la partie, vous stabilisera très souvent. Certaines cartes, comme Vie du Terreau et Splendide Restauration, nous permettront par moment de faire de la magie. Je vous laisse les jouer pour vous en rendre compte. Certaines cartes nous permettront de protéger notre plan de jeu. Le berger des allosaures, par exemple, sera très puissant contre des jeux bleus ou contrôle. À un tel point qu'il m'arrive souvent, dans un match-up bleu, de jouer Zénith de Vert Soleil avec X est égal à 1, donc tour 2, pour mettre en jeu cette carte et, si le joueur de contrôle le laisse passer, il va souvent avoir beaucoup de mal pendant la manche à compenser sa présence. Le protecteur sylvestre permettra aussi de la même façon d'embêter vos adversaires qui essaieront de le supprimer ou de supprimer vos créatures sans succès à cause de lui. C'est la créature qui synergise le mieux avec Titania. En effet, vous sacrifierez des terrains pour activer sa capacité. Pour gérer les jeux qui aiment jouer avec leur cimetière ou sanctionner des jeux très interactifs, le limon nécrophage sera un outil essentiel. Vous pouvez aussi jouer Résilience. Certains enchantements ou artefacts sont extrêmement puissants contre notre plan de jeu. Je pense notamment à Repose en paix, Lune de sang, Gîte d'Umezawa, Contamination, etc. Nous jouerons des cartes pour gérer ces menaces à notre plan de jeu. Libératrice de l'horizon, Sage du reboisement ou encore largement le Titan de l'industrie, mais aussi des gestions de permanents comme Réveiller la bête ou Chant de Dryade. L'enchevêtrement de câbles peut annihiler les sorties agressives de certains jeux, tout comme Brume persistante qui synergise extrêmement bien avec le commandant et permet d'encaisser presque gratuitement les phases d'attaque. La bête de quête permettra de gérer les Planeswalkers ou des cartes comme Némésis de l'identité, Labyrinthe d'It ou encore un précipice glaciaire. Le Palais des Gemmes embêtera quant à lui les jeux éphémères ou multicolores. Je voulais ajouter une petite partie sur les cartes difficiles à classer.
Le recouvreur elfe permet plusieurs choses. De l'agression ou de la défense, par exemple, mais aussi de la temporisation ou de l'accélération via les capacités activées, puisqu'il va chercher un terrain. Et dans ce jeu, tous les terrains sont fantastiques. Du coup, j'ai du mal à trouver dans quelle case je peux ranger cette carte pour l'explication. Garruk, libéré, sera très pénible pour l'adversaire. Le soulèvement de Garruk offre un moyen d'évasion très intéressant via le piétinement et s'avère être aussi un excellent moteur de pioche, tout comme le pince-crâne. Éventuellement, le témoin éternel vous permettra de rejouer des cartes pour le plus grand déplaisir de votre adversaire. Pour aider notre plan de jeu, beaucoup de cartes de cette liste peuvent aller chercher dans notre bibliothèque. L'épopée d'Urza, sur son dernier chapitre par exemple, la carte d'expédition, l'assolement, le précepteur matérialiste, royaume inexploré, zénith de Vers-Soleil que nous avons vu, regard sylvestre, summum de la destruction, empâte farouche, titan primitif, beuglar des sylves, ainsi que tous les fetch et les rituels de rampe. À vous de bien choisir quand et quoi aller chercher, mais vous serez aussi très sensible à une agente de l'opposition ou un cérébro-senseur à venin, alors faites très attention. Comment vaincre vos adversaires? Nous allons voir de plus près certaines cartes qui permettent de facilement finir la partie. Pour commencer, le protecteur sylvestre sera un des kills principaux de ce jeu tout en protégeant vos créatures. Souvent, vous voudrez l'avoir en jeu au moment de jouer Titania. Comme ça, si l'adversaire veut gérer votre commandant à vitesse éphémère, quand vous mettrez dans la pile la capacité d'arriver en jeu de Titania, vous pourrez la protéger en réponse via la capacité du protecteur. De plus, à la fin du tour adverse, vous pourrez sacrifier tous vos terrains pour attaquer avec une armée pendant votre tour. Vous pourrez utiliser l'orbe zuranienne de la même façon, à la différence près qu'elle ne protège pas Titania. Faites attention à ne pas vous faire détruire vos créatures pendant le tour adverse, si vous sacrifiez tous vos terrains. L'orbe zuranienne a le bon goût de venir sur le champ de bataille au dernier chapitre d'Épopée d'Urza. Si vous pouvez développer un grand nombre de jetons dans un tour, vous serez très content de jouer Croisée harmonieuse. La célérité terminera très rapidement la partie. Le soulèvement de Garruk et un très grand nombre de créatures 5-3 sera aussi très efficace pour terminer la partie, tout comme le Behemoth caveur de Cratère. Parfois, vous jouerez Titania et ramènerez un fetch de votre cimetière en jeu. Vous attendrez la fin du tour de votre adversaire pour utiliser la capacité de votre fetch et donc sacrifier un terrain, ce qui mettra en jeu un jeton 5-3 via la deuxième capacité de Titania. Puis, vous jouerez un assolement en sacrifiant une forêt en tant que coût supplémentaire et mettrez de nouveau un jeton 5-3 en jeu. Vous irez résoudre l'assolement et chercher un champ de lotus qui, en arrivant en jeu, vous fera sacrifier 2 autres terrains. Et donc vous ferez 2 autres 5-3. Enfin, vous prendrez votre tour et vous serez capable d'attaquer avec au moins 25 blessures. Très surprenant pour votre adversaire. En fin de partie, vous pourrez lancer simplement une carte comme Emrakul, la fin promise. C'est une carte qui sera très facile à lancer dans un mono vert et vous permettra bien souvent de finir la partie. Pour finir, je vais vous détailler exactement comment fonctionne l'épopée d'Urza et ses interactions. À la fin de l'explication, il y aura un exemple de jeu de cette épopée d'Urza. L'épopée d'Urza, tout d'abord, est un terrain enchantement saga de Modern Horizon 2, il me semble. Cette carte est une carte qui est très présente dans tous les formats dans lesquels on peut la jouer et donc très présente en duel commandeur. Pour commencer, il vous faudra comprendre comment fonctionnent les enchantements saga. Au moment où une saga arrive sur le champ de bataille et après votre pioche, vous ajoutez un marqueur sapience sur cette saga. Attention, vous la sacrifiez après son chapitre final, c'est très important. Vous pouvez remarquer qu'il y a 3 chapitres sur l'épopée d'Urza. Chaque chapitre d'une saga déclenche une capacité. Pour l'épopée d'Urza qui nous intéresse, le premier chapitre lui permet d'acquérir la capacité activée de produire un mana de couleur incolore en l'engageant. Cette capacité
elle ne la perdra pas avant de quitter le champ de bataille. Au chapitre 2, donc, au début de votre première phase principale après votre étape de pioche, le tour suivant, elle acquiert la capacité de créer un jeton de créature construction 0-0 qui gagnera +1/+1 en fonction du nombre d'artefacts sous votre contrôle. Minimum +1/+1 s'il est le seul artefact en jeu sous votre contrôle. Pour finir, le chapitre 3, au début de votre première phase principale et après votre étape de pioche le tour suivant, une capacité se déclenche. Vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût de mana 0 ou 1 et vous la mettez sur le champ de bataille. En réponse à cette capacité, vous avez le droit de produire un mana incolore pour votre phase principale ou vous pouvez activer la capacité de l'épopée d'Urza pour créer un jeton de construction. Ensuite, vous pouvez résoudre la capacité déclenchée et vous mettrez en jeu l'artefact que vous allez chercher, puis vous sacrifiez l'épopée d'Urza. Cette carte a le potentiel de générer beaucoup de CA, de Card Advantage, par rapport à votre adversaire, puisque vous allez créer 2 créatures et vous allez chercher un excellent artefact et le mettre en jeu. Attention toutefois, l'artefact doit avoir un coût de mana de 0 ou 1. Ça ne fonctionne pas avec un artefact comme Sentinelle d'Esper ou encore Golem à peau de glace, qui ne coûte pas 0 ou 1 mais un blanc pour le premier ou un mana neigeux pour le second. De même avec les terrains artefacts qui n'ont pas de coût de mana. Le coût de mana doit être exactement 0 ou exactement 1. Attention aussi, je vous conseille de ne jamais jouer l'épopée d'Urza en premier terrain. Voici une situation exemple pour mettre en pratique ce que nous venons de voir par rapport à cette carte. Je contrôle un terrain et je prends mon tour. Je dégage mes permanents. Je n'ai aucune capacité qui se met en pile à l'entretien et donc je pioche ma carte à l'étape de pioche. Je rentre en première phase principale et je joue un terrain pour le tour, c'est une épopée d'Urza. Elle arrive en jeu avec un marqueur Sapiens, c'est un effet de remplacement. Elle acquiert la capacité de produire un mana incolore. Je décide de jouer une cariatide sylvestre et je termine mon tour. Mon adversaire prend son tour et le termine, nous nous intéressons qu'à ce qui concerne l'épopée d'Urza. Je prends mon tour, je dégage mes permanents et je pioche une carte à mon étape de pioche, puis je rentre dans ma première phase principale du tour. Première action de la première phase principale d'un tour, mettre un marqueur Sapiens sur toutes les sagas que je contrôle. J'en mets donc un sur l'épopée d'Urza qui passe chapitre 2 et acquiert la capacité. L'épopée d'Urza acquiert 2 mana engagés, crée un jeton de créature artefact 0-0 incolore construction avec cette créature gagne +1/+1 pour chaque artefact que vous contrôlez. Mais elle garde aussi la capacité de produire un mana incolore. Il faudra donc choisir entre ces 2 capacités. Je décide de finir mon tour. Mon adversaire prend son tour et veut le terminer. Pendant son étape de fin, après que les capacités de l'étape de fin du tour soient résolues, mon adversaire doit obligatoirement me passer la priorité. Je décide d'activer la capacité de mon épopée d'Urza, je paye mes 2 mana, j'engage mon épopée d'Urza pour faire un jeton de créature construction 0-0 qui gagne +1/+1, vous savez, à chaque artefact sous mon contrôle. Enfin, je prends mon tour. Je dégage mes permanents, je pioche ma carte et, à mon étape de pioche, je rentre dans ma première phase principale du tour. De nouveau, je dois mettre un marqueur Sapiens sur chaque saga que je contrôle. J'en mets un sur l'épopée d'Urza. Elle arrive donc au chapitre 3, ce qui déclenche une autre capacité. Cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût de mana 0 ou 1. Mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Quand j'aurai résolu cette capacité, je devrai mettre au cimetière mon épopée d'Urza. Alors il sera trop tard pour activer la capacité de mon épopée d'Urza pour faire un jeton ou bien pour faire un mana pour le tour. Je vais donc choisir de faire un mana pour le tour. Ensuite, je résous la capacité déclenchée et je vais chercher une orbe zuranienne dans ma bibliothèque et je la mets en jeu. Puis, je mets mon épopée d'Urza au cimetière. Remarquez que je ne peux pas sacrifier mon épopée pour gagner 2 points de vie grâce à l'orbe zuranienne, parce que c'est une action basée sur un état qui m'a fait mettre l'épopée d'Urza au cimetière. Je n'ai jamais la priorité pour activer la capacité de mon orbe zuranienne. Ensuite,
je suis en phase principale, je peux utiliser mon mana incolore produit par l'épopée d'Urza avant de la sacrifier pour jouer par exemple une excavatrice de Ramunap et pouvoir jouer un terrain depuis mon cimetière ce tour-ci et donc pourquoi pas rejouer l'épopée d'Urza qui va arriver avec de nouveau un seul marqueur Sapience et gagner la capacité de faire un mana incolore. Mais bon, là je m'égare. Cette carte est très puissante et je vous conseille de faire des jetons construction, c'est vraiment très fort. Par contre, il y a des cartes qui interagissent très durement avec elle, par exemple une carte comme Lune Alpine ou Lune de Sang. Si Lune de Sang ou une Lune Alpine dont le contrôleur a choisi Épopée d'Urza est sur le champ de bataille quand vous jouez l'Épopée d'Urza, l'épopée est immédiatement sacrifiée. Souvenez-vous, vous la sacrifiez après son chapitre final. Le terrain enchantement Saga Épopée d'Urza perd ses capacités et peut maintenant produire du rouge ou de la couleur de votre choix, mais son chapitre final devient 0. Elle a toujours le type enchantement Saga, et donc une capacité intrinsèque qui va avec. Vous la sacrifiez quand elle a autant ou plus de marqueurs que son chapitre final. Ceci est une action basée sur un état et ne passe pas par la pile. On ne peut pas y répondre. Donc, vous ne pourrez même pas l'engager pour un mana. La situation est exactement la même si la Lune de Sang, par exemple, est jouée après l'Épopée d'Urza. Vous pourrez activer une capacité de l'Épopée d'Urza jusqu'à ce que la Lune de Sang arrive en jeu. Dès que la Lune de Sang est en jeu, vous sacrifiez l'Épopée d'Urza avant que le jeu n'autorise quiconque à reprendre la priorité. J'espère que ça vous aura été utile. Sachez que des guides de jeu et de règles sont dispo sur cette chaîne au besoin et je réponds à tous les commentaires. Pour finir, sachez que la liste reste ma vision du jeu et vous êtes libre de considérer un tas de cartes que je ne joue pas. Le Track-Corn pour gagner des points de vie et générer des jetons 3-3 s'il quitte le champ de bataille, une bibliothèque sylvestre pour piocher ou encore un corps d'avidité, etc. Vous pourrez nous donner votre secret tech dans l'espace commentaire. Merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu MTG. Bientôt, un gameplay de ce jeu suivra cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien.